Les États-Unis au 19e siècle, un géant économique et politique en devenir. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, on a vu précédemment comment la guerre d'indépendance américaine avait eu une influence, notamment sur la France, mais aussi sur le reste du monde, donc qui va amener plusieurs pays à vouloir s'émanciper également. Et j'ai fait allusion également dans la capsule précédente à quel point les États-Unis, avec le temps, finissent par devenir un joueur majeur sur l'échiquier mondial. Alors justement, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir de quelle façon tout cela va arriver, notamment avec la construction de l'identité américaine. Alors, rappelons-nous, les États-Unis proclament leur indépendance en 1776 face à la Grande-Bretagne, et donc on assiste chez eux au rejet du pouvoir européen, qui est un rejet qui vient davantage de causes économiques que des causes politiques. Les Américains, surtout les élites d'affaires des États-Unis, veulent faire contrôler l'économie chez eux. Alors donc, au terme d'un long conflit, l'Angleterre finit par reconnaître en 1783 l'indépendance des États-Unis. Néanmoins, malgré cette victoire des États-Unis face à l'Angleterre qui est forcée de reconnaître leur indépendance, les États-Unis commencent leur histoire dans un contexte quelque peu difficile, dans la mesure où est-ce qu'il faut jamais oublier qu'à l'origine, les États-Unis sont formés par 13 colonies qui étaient distinctes dès le début. Alors d'ailleurs, juste le nom des États-Unis, les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas si unis que ça, soit dit en passant, même de nos jours. Alors donc, ça démontre bien comme choix de nom à quel point donc chacune des colonies a sa propre aspiration à une certaine indépendance. Et donc, le pays des États-Unis est basé sur un consensus politique qui est extrêmement fragile. Alors donc, tous les présidents du début de l'histoire des États-Unis vont chercher à préserver cet équilibre, ce consensus politique entre les États pour éviter à tout prix qu'un des États décide de quitter l'aventure américaine pour aller trouver sa voie propre. Alors donc, tous les présidents américains du début de l'histoire vont chercher à manœuvrer afin de ménager les susceptibilités des États, tant au nord qu'au sud des États-Unis. Tout ça de manière à maintenir l'unité du nouveau pays. Donc, une unité difficile au début. Malgré tout, l'unité nationale a du mal à s'imposer malgré les efforts des présidents. Tout ça du fait que les économies du Nord et du Sud se développent dans des directions complètement différentes, diamétralement opposées. C'est qu'il faut savoir que l'économie au Sud est une économie essentiellement agricole, donc l'agriculture du tabac, mais aussi surtout du coton, qui demande une main-d'œuvre à faible coût, qui va être justement l'esclavage, les esclaves, et cette agriculture est menée par une classe aristocratique de gentlemen farmers qui sont réfractaires au changement. Donc, les meneurs des colonies et des États du Sud ont plus à voir avec la noblesse de l'Europe qu'avec l'élite d'affaires du nord des États-Unis. Au nord, l'économie, elle, qui est diversifiée dès l'origine, devient de plus en plus industrielle. Alors, cette économie est dirigée dans le nord par une bourgeoisie capitaliste et se propage dans le nord des idées libérales, donc une libéralisation de l'économie, qui est en outre de plus en plus contre l'esclavage, pour l'abolitionnisme, l'abolition de l'esclavage. Notez que c'est pas uniquement par pure bonté d'âme qu'au nord on se prononce contre l'esclavage, c'est que tout simplement au nord, le système des salariés qu'on peut payer très peu cher et qu'on peut licencier dès qu'on n'en a plus besoin est plus avantageux que le système des esclaves où est-ce que lorsque l'économie ralentit, on est pris avec nos esclaves qu'on doit continuer à nourrir. On peut évidemment les vendre, mais si on les vend dans une période de baisse économique, on va les vendre à faible coût et on ne rentabilisera pas cette main-d'œuvre-là.
Donc, au nord, on est contre l'esclavage et au sud, au contraire, on est pour l'esclavage parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre-là constamment et à faible coût. Alors donc, le développement des deux régions, alors deux régions très différentes au niveau économique, ce développement va mener à une prise de conscience de la divergence des intérêts entre le Nord et le Sud. Et on se dirige de plus en plus vers des décennies de lutte politique et de tensions qui vont éventuellement mener les États-Unis à une guerre civile. Mais dans un premier temps, les premières étapes de l'histoire des États-Unis, c'est surtout une étape d'expansion territoriale. Les États-Unis qui ont aspiré à avoir davantage de territoire dès le début vont commencer à se propager donc en Amérique du Nord. Donc, depuis la fin de la guerre d'indépendance, les États-Unis n'ont pas cessé de prendre de l'expansion territoriale. Ça commence notamment avec l'achat à la France de la Louisiane en 1803. Napoléon doit vendre ses possessions en Amérique parce qu'il a besoin d'argent pour ses propres guerres. Ensuite, en 1819, on achète à l'Espagne la Floride. Donc, tout ça se fait évidemment légalement, mais il y a aussi, au travers de tout ça, des accords successifs avec la Grande-Bretagne sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, cette frontière qui est au 45e parallèle en 1842 et qui passe au 49e parallèle en 1853. Mais tout ça ne se fait pas toujours pacifiquement. Il faut évidemment mentionner notamment la guerre entre les États-Unis et le Mexique, donc de 1846 à 1848. Donc, qui va voir la victoire américaine et qui va permettre aux Américains, justement, d'acquérir des territoires très importants, notamment le Texas et la Californie. Imaginons les États-Unis de nos jours sans ces territoires qui ont été confisqués au Mexique. Imaginez les États-Unis sans la Californie. Alors donc, les États-Unis ne vont cesser de s'épandre. Et au travers de tout ça, il y a évidemment la légendaire conquête de l'Ouest. Alors donc, avec la création du chemin de fer qui vise à réunir les deux océans par une voie de chemin de fer. Il y a évidemment les différentes ruées vers l'or, notamment celle en Californie en 1849. Alors donc, tout ça va faire en sorte que les Américains s'approprient de plus en plus le territoire en Amérique du Nord. Et évidemment, au travers de tout ça, les territoires des Autochtones vont se réduire comme une peau de chagrin. Alors, évidemment, tout ça il se fait aussi de façon extrêmement brutale. Les guerres entre les Autochtones et les Blancs vont être souvent extrêmement pénibles, particulièrement pour les populations autochtones qui sont souvent chassées de leurs territoires ancestraux. Évidemment, on n'aime pas du côté des Américains faire partie du côté des oppresseurs. Alors, cette conquête de l'Ouest va se doubler d'un aspect idéologique. C'est ce qu'on veut appeler la Manifest Destiny, le destin manifeste ou la destinée manifeste. C'est que les Américains s'inventent à cette occasion-là une idéologie selon laquelle la nation américaine avait pour mission divine de répandre la démocratie et la civilisation vers l'Ouest. Alors, on le fait pour les Autochtones, on le fait pour répandre la civilisation. Alors, en oubliant un peu les massacres qui accompagnent un peu cette mission civilisatrice. Alors, on a la conscience bien à l'abri et on continue de s'étendre vers l'Ouest. Évidemment, avec la conquête de l'Ouest, le territoire américain s'agrandit et de nouveaux États sont créés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que certains de ces États vont devenir esclavagistes, particulièrement ceux qui vont être au sud, alors que d'autres vont devenir anti-esclavagistes. Alors, pourquoi certains sont esclavagistes, d'autres anti-esclavagistes? C'est que du côté du gouvernement fédéral, on cherche à conserver un équilibre entre les deux tendances. Alors, donc, rappelez-vous que l'équilibre politique est fragile entre le nord et le sud. Alors donc, on cherche à préserver un équilibre entre le nord et le sud et l'esclavage lui-même va constamment être une source de disputes. Alors donc, généralement, ce qu'on va faire durant toutes ces années, c'est que lorsqu'on créait un État esclavagiste, on créait en même temps un État anti-esclavagiste pour préserver l'équilibre entre le nombre d'États esclavagistes et le nombre d'États anti-esclavagistes. Tout ça pour préserver les susceptibilités du Sud ainsi que leur économie, évidemment, qui était basée sur l'esclavagisme.
Or, l'élection d'un président connu pour son anti-esclavagisme, c'est-à-dire Abraham Lincoln, va finir par mettre le feu aux poudres. Alors, à cette époque-là, donc, les États du Sud qui ont voté massivement en 1861 contre Abraham Lincoln et qui voient quand même Abraham Lincoln l'emporter, bien, les États du Sud se rendent compte que éventuellement ils vont devenir minoritaires dans le pays et que va venir un temps probable où il y aura un président américain qui va lutter pour l'abolition de l'esclavage sur lequel est basée l'économie du Sud. Alors, les États du Sud, suite à ça, décident de faire sécession, de se séparer. Or, Abraham Lincoln, en voyant le Sud se séparer du Nord, va prendre une décision lourde de conséquences. Il va refuser de laisser briser l'union des États-Unis. Et ça va donner lieu à la fameuse guerre de sécession, une guerre civile extrêmement difficile. La guerre de sécession va être en effet l'épisode le plus traumatisant de l'histoire des États-Unis. Et ce qui est important aussi de retenir aussi de la guerre de sécession, c'est que c'est souvent considéré comme la première guerre moderne, du moins la première guerre moderne en Amérique. C'est-à-dire que l'armement qu'on va utiliser à cette occasion va être véritablement moderne. Hein? Donc, les fusils, les canons, on va même utiliser des bateaux cuirassés, les premiers, même des sous-marins. D'autre part, la production industrielle joue un rôle déterminant dans cette guerre. Le fait de produire des armes et toutes sortes de denrées essentielles à grande vitesse va jouer un rôle décisif pour la victoire du Nord. L'utilisation du chemin de fer également va jouer un rôle majeur dans la conduite de cette guerre. Donc, c'est une des premières guerres véritablement modernes. Et celle-ci, par conséquent, sera terriblement destructrice. Alors, on compte environ, lors de cette guerre de sécession, environ 617 000 hommes tués, sans compter tous les gens qui vont mourir des suites de la guerre, hein, par manque de nourriture, par maladie, etc. Donc, une guerre, la pire guerre de toute l'histoire des États-Unis et qui va avoir lieu sur son territoire même. Alors, cette guerre terrible, épouvantable, qui va mettre à feu et à sang le pays et animer les conflits entre le Nord et le Sud, cette guerre aura quand même l'avantage de régler deux problèmes qui tourmentaient les Américains depuis 1776, c'est-à-dire depuis les débuts de ce pays. D'abord, elle va amener à l'abolition de l'esclavage. Donc, l'esclavage est désormais interdit. Entendons-nous bien, ne cesse pas par la suite l'exploitation de la population noire qui va vivre encore pendant de nombreuses décennies, des périodes extrêmement difficiles, mais l'esclavage en tant que tel est aboli. Donc, on n'a plus le droit de posséder une autre personne aux États-Unis. L'autre problème que cette guerre de sécession va régler aux États-Unis, c'est le problème de l'union. Alors, suite à ça, comme cette tentative de se séparer de l'union des États-Unis va échouer, alors donc la guerre de sécession confirme que le pays ne se composait pas d'États semi-indépendants, mais que le pays formait une nation unie et indivisible. Alors donc, suite à ça, on ne songera plus sérieusement à se séparer à certaines indépendances au sein des États-Unis. À ce propos, il me paraît pertinent de reculer un peu dans le temps et de se déplacer un petit peu plus au nord des États-Unis pour voir le contexte plus général de l'Amérique du Nord. C'est qu'il faut savoir qu'au nord des États-Unis, il y avait plusieurs colonies britanniques, notamment le Haut et le Bas-Canada. Alors, au sein du Canada, justement, existait un peuple qui avait été vaincu naguère lors de la bataille des Plaines d'Abraham et tout ce qui l'entourait, les fameux Canadiens français, qui avaient été réduits dans une position de peuple vaincu, de peuple soumis en grande partie. Or, justement, les Canadiens français à l'époque n'étaient pas imperméables à tout le mouvement nationaliste qui existait autour de l'Atlantique. Hein. Rappelons-nous tout ce qui s'est passé en Europe, en Amérique du Sud et l'exemple américain de toute façon. Donc, les Canadiens français, de plus en plus, sont influencés par ce mouvement de nationalisme. Or, justement,
en 1834, donc bien des années avant la guerre de sécession américaine. Donc, en 1834, 92 résolutions vont être présentées par le Parti patriote devant la Chambre d'Assemblée. Et parmi les demandes qu'on faisait du côté des Canadiens français, c'est qu'on voulait de plus en plus un gouvernement responsable, donc un gouvernement qui était responsable à l'égard du peuple des Canadiens et non pas responsable auprès du roi, auprès du gouvernement de Londres. Alors donc, on voulait un gouvernement responsable qu'on allait élire soi-même. Et on voulait aussi l'élection des membres du Conseil législatif et on voulait davantage de Canadiens français dans l'administration du pays. Donc, un peu plus de pouvoir qu'on réclamait de ce côté-là. Ces demandes, ces 92 résolutions qu'on va envoyer au Parlement d'Angleterre, toutes ces demandes, sans exception, vont être refusées. Alors donc, le Parlement de Londres refuse de concéder quoi que ce soit aux Canadiens français, justement dans une époque où est-ce qu'ils sont de plus en plus influencés par le mouvement nationaliste. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est que le tout va se transformer éventuellement en un affrontement armé. Alors donc, au moment où plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Grèce ou l'Irlande subissent eux aussi des insurrections populaires similaires, bien, les patriotes vont se rebeller également. Alors, ça sera la fameuse rébellion des patriotes qui se passe en 1837-1838. Mais malheureusement pour eux, les rebelles qui sont trop peu nombreux seront écrasés par l'armée britannique. Et s'en suivra par après l'acte d'union, donc qui va réunir les deux Canada, le Haut-Canada et le Bas-Canada, dans le but d'assimiler les Canadiens français et donc de les rendre minoritaires chez eux. Or, donc, les années vont continuer à passer suite à la révolte des Patriotes et la guerre de sécession, qui a lieu de 1861 à 1865, va avoir des répercussions politiques majeures sur les colonies d'Amérique du Nord britanniques. C'est que les tensions entre les États-Unis et la Grande-Bretagne vont atteindre leur paroxysme durant la guerre. Pourquoi? Parce que durant la guerre de sécession, cette guerre entre le Nord et le Sud aux États-Unis, la Grande-Bretagne va prendre parti pour le Sud. Donc, elle va fournir du matériel de guerre et des denrées de toutes sortes aux États du Sud. Or, c'est le Sud qui va perdre et le Nord va l'emporter. Alors, vous devinez un peu les tensions importantes entre la Grande-Bretagne et le gouvernement des États-Unis au lendemain de la guerre. Surtout que les États-Unis, en plus, ont développé lors de cette guerre une armée moderne extrêmement efficace qui risque d'être utilisée pour peut-être se venger contre la Grande-Bretagne. Évidemment, la Grande-Bretagne est loin, alors il n'y a aucun risque de guerre directe entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, sauf que la Grande-Bretagne a des possessions au nord des États-Unis, les fameuses colonies britanniques, notamment le Canada. Alors donc, suite à ça, la Grande-Bretagne, qui craint pour ses colonies, va décider de mettre en branle des négociations avec les différentes colonies pour créer l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Donc, on crée le Canada à cette occasion-là. Donc, la création du Canada se fait en grande partie en réaction à la guerre de sécession des États-Unis. On a peur que les États-Unis veuillent annexer certaines colonies. Alors, en unissant toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord, on pense pouvoir se prémunir contre une invasion semblable. Alors, les 4 premières provinces qui vont faire partie du Canada sont l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. D'autres se joindront plus tard. Alors, le but de cette création du Canada était, entre autres, donc, de se protéger contre une éventuelle évasion des États-Unis, mais visait aussi à noyer le Québec, qui était très populeux à l'époque et qui concentrait surtout des francophones catholiques. Donc, on voulait les noyer dans un groupe de petites provinces anglophones qui avaient les mêmes pouvoirs et l'idée, donc, était de se prémunir contre une expansion trop forte du nationalisme des Canadiens français. Et
ce qu'il faut mentionner par rapport à cette création du Canada, donc de l'Amérique du Nord britannique, c'est que bien que la formation de la Confédération entame une certaine forme de processus d'indépendance, le régime d'État demeure monarchique. D'ailleurs, c'est encore une monarchie de nos jours. Le Canada est encore sous l'autorité ultime de la reine d'Angleterre, mais néanmoins, cette monarchie devient constitutionnelle et conserve un gouvernement responsable à régime parlementaire. Donc, c'est dire à quel point la guerre de sécession aura une influence chez leurs voisins du Nord. Mais revenons à notre sujet principal, les États-Unis. Au lendemain de la guerre de sécession, donc après quelques périodes de tension suite à cette guerre, vers la fin des années 1870, les tensions entre le Nord et le Sud finissent par s'apaiser. Et les Américains, comme leur président, vont finir par se préoccuper avant tout de la mise en valeur du pays. Et c'est donc durant cette période que le pays va connaître une extraordinaire croissance démographique liée à l'immigration. Donc, une croissance sans précédent à cette époque-là. Alors donc, en 1890, la population des États-Unis comptait environ 62 millions d'habitants, mais 10 ans plus tard, en 1900, ils sont déjà rendus à 75 millions. Et en 1920, ils sont rendus à 105 millions. Alors tout ça grâce notamment à un grand effort, un grand accueil au niveau de l'immigration. Alors les immigrants à cette époque-là affluent au rythme d'environ 800 000 à 1 million d'immigrants par an, de nouveaux arrivants. Donc c'est vous dire à quel point les États-Unis vont croître considérablement durant cette période. Alors donc, alimenté en permanence par l'afflux d'immigrants venus d'Europe, la poussée vers l'ouest, que la guerre civile n'avait pas interrompue, reprend de plus belle. Alors, on achève, entre autres, les chemins de fer transcontinentaux, qui vont prolonger la révolution des transports qui avait été amorcée 40 ans plus tôt. Donc, le nombre de nouveaux arrivants accélère sans cesse dans les années qui suivent la guerre de sécession. Et d'autre part, la résistance autochtone se désagrège de plus en plus. Ils ne sont plus en mesure de lutter. Et le dernier des grands chefs autochtones, Sitting Bull, doit lui-même s'avouer vaincu en 1890. C'est donc la fin des guerres qu'on appelle les guerres indiennes, les guerres contre les Autochtones. Et dans le même temps où les populations autochtones doivent s'avouer vaincues, l'économie américaine connaît une expansion exceptionnelle. Alors, pourquoi les États-Unis vont devenir une économie aussi incontournable? Il faut savoir que ce pays avait un ensemble d'atouts vraiment peu communs. Alors, on pourrait notamment mentionner la variété et l'abondance des ressources naturelles aux États-Unis. Donc, le minerai, le pétrole, alors tout le sous-sol des États-Unis est extrêmement riche, sans oublier les attraits agricoles et les attraits au niveau forestier. Mais à cela, il faut rajouter aussi l'étendue du marché national. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux États américains et la population totale des Américains est considérable et finit par rivaliser avec celle de l'Europe avec le temps. Alors donc, ça fait énormément de consommateurs potentiels qui peuvent acheter les produits locaux. Alors donc, le marché national aux États-Unis devient de plus en plus important. Et à cela, ça rajoute aussi l'absence de barrières douanières, parce que tous ces États américains n'ont pas de barrières douanières, n'ont pas de frontières durant lesquelles on doit payer des frais de douane, etc. C'est un seul et même pays aux dimensions de l'Europe de l'Ouest. Alors forcément, ça facilite considérablement le commerce et l'expansion commerciale. Et d'autre part, comme c'est un pays neuf qui montre beaucoup de promesses, eh bien, on assiste à un afflux de capitaux et de travailleurs étrangers. Alors, beaucoup de banquiers, beaucoup de financiers européens décident d'investir dans le pays de l'avenir qu'est les États-Unis. Alors donc, beaucoup d'investissements aux États-Unis durant cette période-là. Et aussi, beaucoup de gens qui sont insatisfaits de leur vie en Europe vont décider d'émigrer. Et pas seulement en Europe d'ailleurs. Beaucoup de gens vont venir des autres continents, beaucoup de Chinois notamment. Alors tout ça, ça va contribuer à augmenter de façon considérable la main-d'œuvre disponible qui peut participer à ce moment-là au développement économique du pays. Alors tout ça va contribuer à faire des États-Unis une puissance économique incontournable et éventuellement même dominante.
Alors donc, ces changements-là avaient commencé à se produire pendant les 20 ou 30 années précédant la guerre civile. Mais durant la guerre civile, justement, les besoins militaires, besoin d'armes, besoin d'éléments de toutes sortes. Donc, cette guerre va stimuler l'industrie et vont hâter la marche en avant de la science et des inventions. Alors, les États-Unis, c'est aussi beaucoup de progrès au niveau industriel, beaucoup de progrès au niveau scientifique, au niveau technique. Alors, la production agricole et industrielle des États-Unis va dépasser au début du 20e siècle, celle des pays européens. Alors, pourquoi les États-Unis réussissent à dépasser la production de l'Europe à eux seuls? Ben, grâce à la mécanisation, grâce à la concentration en un même lieu des étapes de production, grâce à l'abondance des matières premières et grâce aussi au réseau des voies de communication que j'ai mentionné, notamment les chemins de fer. Alors donc, les États-Unis qui se mettent à l'abri de la concurrence étrangère par les voies du protectionnisme, les États-Unis finissent en 20 ans par devenir la première puissance économique du monde. Alors, il faut dire aussi que les États-Unis, donc, non seulement sont davantage unis à cette époque-là, du moins au niveau économique, au niveau des lois, au niveau légal. Alors donc, c'est un pays neuf qui facilite davantage les innovations que les vieux pays européens. Alors donc, les Américains innovent énormément à cette époque-là. Et juste en regardant le nombre de brevets qui vont être émis durant cette période, on peut voir à quel point les États-Unis étaient un pays de l'avant-garde technologique. Alors, on sait que avant 1860, 36 000 brevets avaient été délivrés, des brevets d'invention. Or, entre 1860 et 1890, les 30 années suivantes, il va y en avoir 440 000. Et entre 1900 et 1925, près d'1 million de brevets vont être émis aux États-Unis. C'est assez dire à quel point les États-Unis, à cette époque-là, sont une terre d'innovation au niveau technologique, au niveau scientifique.